place des médias dans cet événement et cette crise pseudo-sanitaire. Bonjour Corinne. Bonjour. Justement, je vous ai pourvu que ça tombe pas sur moi. On change. Oh, je sais pas quoi, je viens de lancer. Non, je viens de lancer. Donc, c'est quoi, la place des médias? Oui, c'est ça, oui. Alors, j'ai exactement le titre que j'ai, c'est Mort médiatique des voix dissonantes. Oui, le problème, on l'a vu dans cette crise, c'est qu'il n'y a pas de débat contradictoire. C'est le point fondamental, et on ne le répétera jamais assez, c'est dans le débat contradictoire que naît la vérité. Chacun se fait son point de vue, on a deux sons de cloche, mais pourquoi deux? On peut avoir plusieurs, on peut avoir une multitude de sons de cloche, mais il faut un débat contradictoire. Et d'ailleurs, même dans les textes, quand on regarde les textes, j'ai cité hier les textes du CSA Arcom, qui est la haute autorité en matière de journalisme et d'information en France, c'est écrit dans les textes que les diffuseurs doivent veiller à ce qu'il y ait un débat contradictoire. Et c'est fondamental. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans cette crise qui a été, je dirais, ça a atteint un sommet de monoculture intellectuelle, de pensée unique, de discours dirigés et de stigmatisation de toute pensée alternative. Or, ces outils qui consistent à éteindre et à tuer l'information oppositionnelle, c'est typiquement les outils de la dictature. Donc, quand on regarde de façon objective, on voit qu'il n'y a qu'un seul discours qui a été tenu dans les médias. Moi, personnellement, depuis que je suis dans le journalisme, depuis les années 80, je n'avais jamais vu un tel discours monolithique qui éteignait les voix dissonantes. Jamais. Sur aucun sujet. Y compris dans les précédentes crises, où il y avait déjà une tendance à l'exagération, à paniquer les gens, comme par exemple la crise H1N1, il y a 10 ans. Ça avait déjà, je trouvais que ça avait déjà atteint des sommets étonnants, et même quand il y a eu la crise H1N1, je vous rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas, en 2009, ça a duré jusqu'en 2010, mais très vite, l'OMS a compris qu'il fallait qu'ils arrêtent les frais, et ils ont dit fin de la pandémie. Très vite. Là, à l'heure actuelle, l'OMS n'a toujours pas décrété la fin de la pandémie. Eh bien, en 2009-2010, il y a eu des études qui ont été faites par des sociologues, et ils ont compté le nombre de reportages qui avaient été faits sur la crise, la fausse pandémie, donc sur la grippe A H1N1, et ils ont trouvé qu'il n'y avait jamais eu autant de reportages sur un seul sujet dans toute l'histoire de la télé. Alors, qu'est-ce que ce serait s'ils faisaient la même étude depuis notre histoire de Covid? J'ose même pas y penser, parce que là, ça a été le rouleau compresseur complet. Or, il y a évidemment des décisions qui sont prises, mais quelquefois, c'est tout simple. Il dicte le rythme. C'est lui qui dicte le tempo. Et donc, bon, il y a l'OMS évidemment, mais le gouvernement, s'il décide de faire une conférence de presse journalière, à ce moment-là, les médias, ils sont obligés de suivre, parce qu'il faut bien qu'ils informent. Et quand un gouvernement dit « moi je fais une conférence de presse », les médias viennent. Donc si le gouvernement dit « ah ben moi je vais faire une conférence de presse plusieurs fois par jour », ah ben on y va évidemment. Et c'est comme ça qu'on lance la machine. Et tout ça est théorisé. Tout ça est voulu. Et donc la première décision quand on veut lancer une panique, c'est d'occuper le terrain le plus vite possible avec un discours.
Et il y a des gens d'ailleurs qui l'ont très très bien théorisé lors de H1N1 d'ailleurs, et qui sont allés après dans des cénacles mondialistes, organisés en général par les laboratoires pharmaceutiques, qui sont allés justement, je pense à un Belge, que vous avez dû voir, je ne sais plus son nom, comment il s'appelle, Van Ranst. Van Ranst. Donc lui, il va dans le cénacle en question, je ne sais plus lequel. Voilà, donc, il y en a qui sont. Et il va et il dit voilà comment moi j'ai emporté le morceau en Belgique et je vous explique comment il faut faire. Alors c'est simple, il faut tout de suite arriver les premiers pour occuper le terrain. Donc on est là, on occupe le terrain médiatique, évidemment, et puis il faut aussi avoir des réponses, des informations, un discours tout fait, et ça occupe tout le monde. Donc dès que vous apportez ces informations, et puis après, vous savez quel journaliste, quand vous êtes arrivé le premier, donc les journalistes, ils ont votre nom et tout, et après ils vous appellent, parce que les journalistes, eux aussi, sont surchargés. Donc dès qu'ils ont un nom ou un interlocuteur qui accepte de parler, bah après, il a le terrain. Bon. Et donc c'est comme ça qu'il pratique, en gros, son blitzkrieg. Il fait le blitzkrieg. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, tout de suite, pof, allez, on a notre narratif, le narratif, et surtout on occupe les médias. Et moi, comme je suis journaliste, je sais très bien, quand on vous dit, tiens, tu fais un reportage, il est 10h du matin, tiens, tu fais un reportage pour 13h, et puis tu vas parler de l'histoire de la crise de la H1N1 depuis qu'elle existe, et bien il faut que tu trouves la personne que tu vas interviewer, il faut que tu ailles interviewer, il faut que tu reviennes, il faut que tu montes ton sujet, il faut que tu fasses le commentaire, et que tu le diffuses à l'heure. Tout ça en 2-3 heures. Eh bien, tu as intérêt à avoir des interlocuteurs qui sont dispo, et tu sais qu'ils vont dire oui en général parce qu'ils disent toujours oui. C'est pour ça qu'on les voit souvent toujours les mêmes. C'est que d'un côté, les journalistes, ils n'ont pas le temps d'aller en chercher d'autres, et de l'autre côté, ils savent que les interlocuteurs vont dire oui et qu'ils seront acceptés par la doxa. Bon, c'est comme ça que ça se passe aussi pour le climat. On a nos interlocuteurs, on sait qu'ils vont dire oui, ils sont toujours très charmants, et en général c'était Jouzel, voilà, je peux vous dire les noms, Jouzel, il y en avait un autre à Polytechnique, donc on a un panel comme ça d'experts, et heureusement qu'ils disent oui, parce que quelquefois il y en a qui disent non, et ben, quand vous avez un reportage à faire pour 13h, ben, faut quand même y aller, donc heureusement qu'il y en a qui disent oui. On va si tu permets, oui, passer la parole aussi peut-être à Xavier Azalbert, parce que je sais qu'il avait aussi des choses à dire par rapport à ça, la manière dont ça se passe, avec la pression qui peut être mise sur les journalistes et la manière dont on leur demande d'intervenir. Merci. D'abord, quand on m'a parlé de la place des médias, je me suis dit que de temps en temps, quand on parle d'une place, c'est que les médias sont morts. Donc peut-être que vive les médias sont morts, vive les médias, c'est un peu comme le roi. Donc quelque part, les médias, on va dire, ont perdu énormément de leur crédibilité. Ils ont perdu énormément de leur confiance au travers de la confiance des citoyens. Le fondateur de François disait que l'importance pour un média, c'est d'être lu ou d'être vu. Et aujourd'hui, les médias mainstream, ils sont de moins en moins vus, ils sont de moins en moins écoutés. Donc quelque part, c'est pour ça qu'il faut les subventionner. Alors je voulais juste faire une observation particulière, c'est que la censure, elle s'exerce non pas que au niveau extérieur des messages, mais elle peut s'exercer aussi à l'intérieur des médias. Et souvent, on m'a posé la question, mais pourquoi vous mettez pas le nom des journalistes chez François ? Mais parce que c'est très simple, c'est que si on met le nom des journalistes, ces journalistes vont être ciblés et ils vont être attaqués. Donc c'est une manière de les protéger. Et le travail on va dire, du directeur de la publication, d'un directeur d'un média, c'est aussi de protéger ces journalistes. Parce que ce travail, il faut qu'on puisse le faire sereinement, surtout quand on enquête, surtout quand on va porter des voix dissidentes ou des voix qui sont opposées. Donc pour revenir un peu sur ce que disait Corinne, c'est certain qu'aller chercher quelqu'un qui va toujours dire oui, c'est bien, mais aller chercher une voix opposée, ça prend du temps, parce qu'il faut la trouver, il faut s'assurer qu'on ne va pas dépasser certaines bornes
parce que les voix opposées parfois vont trop loin. Elles vont trop loin pour le mainstream, elles vont trop loin même pour les gens parce que aller porter des voix avec des hypothèses qui peuvent faire peur, c'est-à-dire qu'on peut faire peur dans l'autre sens. Et pour revenir justement à ces journalistes qui peuvent avoir peur, moi j'ai eu parmi mes journalistes, j'avais des gens qui avaient peur de perdre leur travail, parce que quand François perd son agrément, eh bien voilà, on peut avoir cette peur. Donc c'est quelque chose qui peut se passer dans n'importe quelle entreprise qui est à risque. Donc les médias mainstream sont à risque aujourd'hui parce qu'ils perdent leur audience. Les médias alternatifs sont à risque parce qu'ils ont des problèmes de financement, ils ont des problèmes de pérennité. Alors, cette question de la peur, elle est quand même, elle est énorme. Et, enfin, moi, ça me rappelle vraiment enfin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai des origines polonaises, pour ceux qui ne le savent pas. Et quand on allait dans ma famille en Pologne, quand j'étais adolescente, quand on voulait parler politique, on fermait les fenêtres, on fermait les portes. Je me souviens de mes oncles et mes tantes qui fermaient les fenêtres, les portes pour parler de politique. Et je trouve qu'on s'approche tellement fort de ça. Mais pendant tout ce temps-là, on s'est approché tellement fort de cette ambiance générale. Et je sais que Vincent Pavon a un peu creusé ce sujet de la propagande, de cette pression totalitaire. Peut-être tu peux nous en dire un mot? Oui, merci Cécile. C'est ce qu'on a étudié avec Ariane Billeran dans le débat interdit. Donc justement, on s'est rendu compte qu'il y avait un discours qui était en déliaison avec le réel, donc un discours dogmatique qui fonctionne de manière logique mais à vide, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des axiomes qui sont posés, qui ne correspondent pas au réel, et après on va discourir de manière très logique sur ces axiomes qu'on a mis en place, et en déduire un certain nombre de conclusions, et de ces conclusions, on va mettre ensuite en place effectivement une organisation sociale qui est purement idéologique. Alors effectivement, moi j'avais remarqué ça quand je me suis rendu compte que Cauchemès, Fontanet et tout ça faisaient des faux calculs mathématiques pour imposer des conclusions en fait à partir de paramètres et d'hypothèses fausses. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient dans les conclusions ce qu'ils mettaient dans les paramètres, mais ils partaient des paramètres qui étaient purement fictifs et qui leur permettaient ensuite d'annoncer, comme a rappelé Laurent Toubina hier, 400 000 morts. Alors, je vous explique comment ils ont calculé 400 000 morts. Vous allez voir, c'est une règle de 3 à se frapper par terre. Ils ont dit, voilà, l'immunité collective, c'est 1 moins 1 sur R0. Donc R0, c'est le fameux nombre de cas secondaires. Pour le Covid, c'était 2. Donc 1 moins 2 tiers, ça faisait donc 66%. 66% donc, pour la deuxième vague en octobre. Sachant que 5% de la population avait été affectée au printemps, il restait 60% des personnes françaises à infecter, d'accord? Vous faites 60% de 67 millions, ça fait à peu près 40 millions. Vous dites, sur ces 40 millions, il y aura un taux de létalité de 1%, 400 000. Voilà, bon, c'est fini. Bon, c'est juste des... Non, mais je vous le promets, c'est ça, et c'est publié dans Nature. Oui, c'est publié dans Nature. Et vous regardez, c'est la règle de 3, et tout est délirant là-dedans. Le 1-1 sur R0, ça n'existe pas. On va pas être tous malades en même temps. Le taux de létalité, c'est sûrement pas 1%. Bon, mais logiquement, à 400 000 morts, il faut faire quelque chose. Hein, donc en fait, il y a effectivement un discours complètement en déliaison avec le réel, alors qui va utiliser après tous les outils classiques de la propagande, c'est-à-dire les néologismes, qui permettent d'essayer de vous faire croire qu'on vit une situation nouvelle. Bon, ce qu'a rappelé Laurent, le Covid, finalement, c'est une petite grippe. Ce qu'a rappelé Christian, c'est une grippe, voilà. Oui, mais on appelle ça SARS-CoV-2, Covid, on parle de contact tracing, on parle de R0, c'est plus contagieux, c'est le R0, on donne une valeur à ça qui est décidée tous les jours avec la virgule près, enfin bon, etc. Et du coup, vous perdez tous vos repères. Donc c'est vraiment faire passer table rase, si vous voulez. On ne peut plus dire que c'est une grippe, c'est quelque chose de complètement nouveau, il s'agit de faire table rase. Tous les faux syllogismes, je rappelle, un syllogisme, c'est une déduction logique. Le classique, c'est tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et on vous dit, le Covid est très dangereux, or le vaccin va nous sauver du Covid, donc le vaccin va nous sauver d'une situation dangereuse. Bon, pareil, tout est faux là-dedans, la mineure, la majeure. Et donc, on va utiliser ces ressorts donc, de sophisme, qui sont les faux raisonnements logiques, la déliaison réelle, qu'on va mettre, en fait, qu'on va essayer d'accréditer par le calcul. Alors ça, c'est très important aussi de voir qu'aujourd'hui, dans la psyché de l'être humain, le calcul remplace la réalité. C'est un truc très important. Et moi, j'ai analysé dans le débat interdit comme étant quelque chose qui nous venait de Descartes et de la géométrie optique. L'optique géométrique, pardon, qui est quelque chose de très important parce que Descartes dit, en gros, la vérité existe. Bon, elle se forme dans le cogito, mais il faut faire gaffe parce que, en particulier, nos sens peuvent nous tromper.
Donc ce qu'on voit, c'est pas forcément le réel. Et l'exemple, c'est le bâton que vous posez dans un verre d'eau et qui subit, vous savez, il y a une réfraction. En fait. Vous avez l'impression qu'il est cassé, alors qu'en fait, il l'est pas. Quand vous retirez du verre d'eau, vous voyez qu'il n'est pas cassé. Sauf que pour rétablir cette vérité, vous pouvez pas vous fier à vos sens. Et c'est le calcul, en fait, qui va vous démontrer, donc le calcul par réfraction, qui va vous démontrer qu'en fait, ce bâton est droit. C'est-à-dire que la vérité existe, mais que le calcul, il est plus certain, en fait, que la perception. Et donc, on va imposer cette idée progressivement au cours du temps, et quand on va faire beaucoup de progrès dans le calcul, que le calcul, en fait, c'est la réalité. C'est ça, en fait, qui s'est imposé au cours du temps. Ce qui fait que, quand vous regardez en fait ce qui s'est passé en mars 2020 sur les simulations et tout ce qu'on a eu, parce que toutes les grandes décisions en France et dans le monde sur donc, les confinements, la fermeture des bars et des restaurants, le pass sanitaire, c'est des calculs. Et on vous dit, regardez, 500 000 morts, c'est vrai parce que ça résulte d'un calcul. Alors en fait, c'est complètement tautologique. Hein. Ce que je rappelle, c'est les mathématiques disent, c'est une phrase de Russell, les mathématiques ne font démontrer qu'une chose. Un quadrupède est un animal à 4 pattes. Donc vous changez de forme, mais vous ne changez jamais le contenu. C'est-à-dire que les résultats du calcul, ils sont en fait dans les hypothèses. Et quand Cauchemez annonce que pour le pass sanitaire, en fait, on est 12 fois plus contagieux, c'est qu'il a mis dans les hypothèses qu'on était 12 fois plus contagieux. Mais comme il sort d'un calcul, et que le calcul c'est la réalité, du coup, le calcul est réel. Et donc voilà pourquoi on arrive à construire effectivement quelque chose de beaucoup plus vrai. Donc en fait, aujourd'hui, le numérique donc remplace le discours sur la réalité, et le numérique vous le contrôlez parce que c'est vous qui donnez le modèle, c'est arbitraire, vous donnez les paramètres d'entrée, puis du coup vous sortez les paramètres de sortie qui sont complètement idiots. Bon. Donc en épidémiologie, il n'y a jamais de confrontation du calcul avec le réel parce que ça marche jamais. Hein, c'est ce que dit très bien Didier depuis toujours. Bon. Donc ça c'est la première des raisons pour laquelle on arrive à avoir un discours qui va être complètement délié du réel et qui va s'imposer parce que on a des présupposés dans. Et en fait, la deuxième raison, et je terminerai par ça, Cécile, une des raisons, alors beaucoup plus structurelle, beaucoup plus profonde, sur laquelle je suis un peu en train de réfléchir en ce moment, c'est que derrière les nouveaux discours, en particulier épidémiologiques, on est vraiment dans la science-fiction. C'est-à-dire que avant, c'était la science-fiction, c'était les littéraires qui s'emparaient de la science. Mais aujourd'hui, en fait, c'est les scientifiques qui s'emparent de la fiction. En fait, Et une des raisons pour laquelle ils se sont de plus en plus affranchis du réel pour penser justement le réel, c'est qu'on a inventé dans les années 30 en science ce qu'on appelle l'expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'était fait en mécanique relativiste et en mécanique quantique parce qu'on n'avait pas les moyens justement de faire des expériences. Donc il y a des cas célèbres qui sont le paradoxe des jumeaux, par exemple, le chat de Schrödinger, ou en thermodynamique, ce qu'on appelle le démon de Maxwell, et qui font que parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des expériences, on s'est mis à se dire que par la pensée, on pouvait réaliser des expériences. Et progressivement, c'est imposé en fait dans le discours scientifique, dans en particulier toutes les disciplines où l'expérience est très dure à obtenir. Donc c'était la mécanique quantique, les très petites échelles, la mécanique relativiste, des très grandes vitesses, et l'épidémiologie, parce qu'en fait il n'y a quasiment pas d'expérience en épidémiologie. Eh bien, vous imaginez que vous êtes capable de réaliser par votre seule pensée, eh bien, l'expression du réel. Et ça va s'imposer de plus en plus dans les sciences. Et aujourd'hui, l'épidémiologie est une science-fiction qu'il faut prendre au sérieux comme telle, qui fait que, du coup, on commence à imposer un certain discours, et la propagande devient en fait un narratif. Et en fait, ce mot narratif est important parce qu'on vous raconte des histoires. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est le narratif qui crée la vérité et pas qui fait état de la vérité. Hein. Ça, c'est vraiment inversé. Hein. Alors, moi, il y a quelque chose pas qui me surprend, mais que je peux constater tous les jours. Donc, au départ, on est arrivé avec une peur, une intention de faire peur en termes médicaux. Et puis, cette peur était vraiment entrée chez nous tous, mais d'un point de vue médical, d'un point de vue, bien vu Xavier, d'un point de vue aussi la peur de perdre son emploi, la peur d'être poursuivi. Je vous parlerai dans la journée d'une personne ici qui est présente et qui notamment une personne qui est dans cette situation. Et donc on a des peurs en fait de tout ordre en fait. On a peur d'être malade, on a peur d'être identifié comme ayant un discours qui n'est pas dans la doxa, celui de la doxa. On a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre ses amitiés, sa famille. Et finalement, la peur, elle prend toutes sortes de formes. Et effectivement, comme l'a deviné Xavier, je pense que Senta de Peu peut nous parler un peu de cette question, cette stratégie de la peur. Ouh là là, oui. Oui, peut-être un exemple assez simple, très récent. Donc, j'ai des amis dont
La sœur travaille à la BBC. C'est les champions. La BBC, c'est les champions de ce qu'on appelle le fear porn. Donc c'est vraiment, ils appellent ça la pornographie de la peur. On fait tout, absolument tout, pour terroriser son public avec une espèce de répétition constante. On met du rouge dans les fonds, la manière, l'intonation, etc. Et elle nous a carrément avoué qu'en fait, on leur avait interdit de diffuser des nouvelles positives. Aucune. Donc il y avait vraiment il y a des consignes qui sont très très strictes. Voilà, vous êtes obligés. Et donc en fait, il faut voir que derrière, il y a quand même tout un... C'est vraiment une manipulation sophistiquée. Alors il y a... on n'en parle peut-être pas assez, parce que c'est vrai que tout de suite, alors on est là avec les étiquettes complotistes, mais il y a quand même déjà entre pharma, le lien entre pharma, médias et services du renseignement, en particulier dans le monde anglophone, est très très fort. Donc on a des gens, je pense que je l'ai cité hier, mais par exemple quand ils ont commencé la toute première fois, on a soulevé la question de l'autisme et la vaccination, c'était fin des années 90 en Angleterre, directement pour éviter entre guillemets que l'info n'explose et de mettre en péril, on va dire, le cartel pharma et de la vaccination. Eh bien, le fils de Rupert Murdoch, qui était un des plus grands groupes médiatiques, certainement dans le monde anglophone, est entré au conseil d'administration de GlaxoSmithKline. Donc, et ça a été le cas. Aujourd'hui, on voit par exemple que chez Reuters, qui est quand même aussi une des plus grandes agences de presse au monde, le patron de Reuters, j'ai plus son, toi tu te souviens peut-être, mais il est dans le board. Pardon ? Il est dans voilà, il est dans le board de Pfizer. Donc, et ça, c'est la même chose. Science Media Center, par exemple, qui est une sorte de conseil, d'ONG, par exemple, qui est très influent au niveau de tout ce qui est les médias au niveau européen. Eh bien, ce sont des gens qui sont des anciens du MI5 et qui ont déjà bossé avec tout ce qui était l'IRA. Donc, oui, je parle bien des attentats en Irlande, etc. Il y a quelques décennies. Et donc, il y a vraiment cette collusion qu'on ignore tout à fait avec des techniques de manipulation. Donc, on oublie qu'il y a une véritable propagande, il y a des mécanismes psychologiques de comment on terrorise la population qui sont utilisés. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et puis une deuxième chose aussi, c'est comment il faut comprendre, il y a vraiment une éducation à avoir, je dirais, au niveau du grand public, en particulier quand on a des informations qui sont soit qui impliquent des noms célèbres, et surtout si elles sont l'information d'origine est dans une autre langue. J'ai particulièrement vécu le cas avec tout ce qui était autour de Kennedy, puisque j'avais ouvert la branche européenne de son association ici pour lutter contre la pandémie en fait. Et donc j'ai passé 2 ans à recevoir des gens qui transféraient des messages des réseaux sociaux, voilà, par exemple sur Telegram ou quoi, en me disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une grande victoire de Kennedy, etc. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une technique qui consiste à pourrir une information. C'est-à-dire un journaliste va faire une enquête, ou peut-être il va y avoir une décision en justice ou une victoire, quelque chose de positif, un fait qui est recherché, qui est sourcé, qui est significatif, et directement, et c'est vraiment une technique de manipulation, quelqu'un, entre guillemets, mais on sait bien que c'est créé, va reprendre l'info, mais interpréter, va faire un gros titre, victoire finale, il n'y a plus de vaccination obligatoire, ça y est, personne ne sait que. Donc, ce que j'appelle pourrir l'info. Il y a vraiment une technique de pourrissement de l'info. On prend la bonne info, on va changer 2-3 noms, on va changer la conclusion, on va retirer les sources, et puis, surtout si c'est dans une autre langue, parce que j'ai vu la même chose, par exemple, les Américains ont fait ça avec Luc Montagnier. Ils prenaient une vidéo avec Luc Montagnier, et Luc Montagnier a dit que tout le monde allait mourir dans les 2 ans, etc., avec les vaccins Covid. Et donc, on fait un doublage, les gens ne comprennent pas, et alors là, ça part, et tous les jours, moi j'en ai reçu. À un moment, j'ai fait une liste, j'ai dû publier des articles parce que j'en avais marre de répondre à beaucoup de gens, et les gens ont envie de voir cette information. Et donc, même des gens qui étaient parfois des scientifiques, etc., où je me dis, comment ça se fait qu'ils me posent une question pareille ? Parce que c'est un torchon
qu'on me transfère, ils me disent cette fois-ci c'est quand même vrai, non, c'est pas vrai. Donc il y a une éducation à avoir de se dire je ne transfère pas une information sans qu'il y ait une source, sans que j'ai été vérifié et cliqué sur le lien, voir ok d'où vient. Il y a un minimum à faire, quoi. Si Kennedy en a parlé, peut-être aller voir sur son site, est-ce qu'il a bien communiqué quelque chose là-dessus. Donc parce qu'évidemment derrière, après il y a une fois que le signal a été amplifié, après il y a les fact-checkers qui vont arriver. Voilà, dont on a parlé abondamment hier, et qui vont faire leur grand fact-checking, voilà, non, voilà, c'est faux, un tel a-t-il bien dit que, non, c'est faux. Donc ils vont eux-mêmes aller debunker les mensonges qu'ils ont fait. Et derrière, dans le debunking, ils rajoutent une bonne couche de propagande. Donc il faut un peu se retenir, on va dire, il y a aussi une éducation, je pense, de notre part. Mais c'est vrai que c'est très pervers, comme mécanisme, c'est très poussé. Complètement. D'ailleurs, un conseil, quand vous lisez un article de defaking, nous on les appelle les defakers, ceux qui font de... C'est... C'est une petite formulation maison, les defakers. Donc quand vous lisez un article de defaker, un conseil, c'est de ne pas se limiter au titre, parce que c'est assez impressionnant d'ailleurs, l'écart qu'il peut y avoir entre le titre de l'article de défécage et puis ce qui est dit dedans. Et en général, c'est pas du tout débunké. Alors, il y a une chose que j'ai vue moi récemment qui m'a sidérée. C'était aux États-Unis. C'est suite au rachat de Twitter par Elon Musk et la soi-disant libération de la parole sur Twitter. Et j'ai vu sur un extrait qui est passé sur, je sais pas moi, 30 médias mainstream, une phrase, je vais la dire en français, mais exactement la même phrase, dite exactement avec le même rythme et le même ton. Ça disait, si vous cherchez de l'information soyez très prudent, ça commençait comme ça, soyez très prudent si vous recherchez de l'information sur Twitter, parce qu'il peut y avoir beaucoup de désinformation maintenant. Mais, et c'était ces petites phrases données comme ça, ces conseils étaient passés dans des tas de médias, et là j'ai vu une vidéo où ça se suivait. Et là, moi, je m'interroge, et je sais qu'on est nombreux à s'interroger sur comment il est possible, en termes journalistiques, de répéter quelque chose comme ça, sans s'interroger sur ce qu'on amène à la population. Là, vous comprenez ma question? Donc, comment est-il possible individuellement, en tant que journaliste, de répéter exactement de la même manière ce qui a été dit par mon confrère sur une autre chaîne ou dans un autre média, le matin même, 2 heures plus tôt, la veille, 3 jours plus tôt? Donc, professionnellement, comment c'est possible? Ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas et que j'ai déjà souvent entendu dans la population. Les gens ne comprennent pas ça. Oui, je peux donner une indication. Qu'est-ce qui se passe? L'information, on a l'AFP, l'agence France-Presse. Voilà. Donc l'agence France-Presse, c'est l'agence qui est censée, c'est pareil, l'agence France-Presse, il y a eu une dégradation dans la qualité de l'information en 40 ans qui est phénoménale. Donc il y a 40 ans quand même, l'agence France-Presse, c'était l'agence qui respectait une apparence de neutralité. Bon, c'est une agence d'État, mais qui avait une qualité qui était reconnue, qui était quand même de vérifier énormément l'information. Et l'AFP, en général, vérifiait énormément cette information, bien que ce soit quand même une agence d'État. Il ne fallait pas non plus s'imaginer que c'était la grande révolution à l'intérieur de l'AFP. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? L'AFP écrit des dépêches. L'AFP fait une dépêche. Et ensuite, ça arrose tous les médias jusqu'aux plus petits. Donc, quand un journaliste, quand vous lui dites « tu vas faire un sujet là-dessus », qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, il va prendre l'AFP. Si l'AFP l'a dit, c'est que c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est vérifié, c'est l'AFP, c'est Dieu le Père, il n'y a même pas à décider autre chose. Par exemple, si vous êtes présentateur de télé, qu'il y a une information qui arrive, si c'est écrit AFP, il n'y a pas de souci, c'est bon. Sauf que c'est plus le cas. L'AFP, c'est terminé. Enfin,
on ne va pas non plus être trop catégorique, mais disons que c'est plus le cas, il n'y a plus la neutralité et le débat quand même, l'AFP faisait attention quand même, quand il y a une polémique avant, elle faisait attention à donner les deux points de vue. Et ça, c'est plus tellement respecté, donc c'est un petit peu dommage que ce soit comme ça maintenant. Et malheureusement, comme tous les journalistes, eux, ils n'ont plus le temps de travailler, donc ils vont reprendre la dépêche de l'AFP, soit ils vont un peu modifier ce qu'il y a dedans, soit ils vont la redonner telle qu'elle, et c'est pour ça que vous allez voir sur certains médias Le Monde avec l'AFP ou l'Express avec l'AFP, et vous allez avoir les mêmes formulations, vous allez avoir les mêmes phrases, donc évidemment c'est la même source, c'est comme ça que ça se passe, et ils n'ont pas le temps de travailler autrement. Donc je peux vous donner des anecdotes en tant que journaliste. Quand on était, moi, journaliste de terrain, j'ai toujours été journaliste de terrain, quand on est sur le terrain, qu'on a une information exclusive, un scoop, vous appelez votre rédaction. Tu sais, j'ai appris ça, j'ai tel témoin, voilà l'info. Ah oui, mais attends, l'AFP l'a pas donné. Donc, pour l'instant, ton info, tu te la gardes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand on était sur le terrain, qu'on avait une info exclusive? On allait voir le journaliste de l'AFP et on lui donnait le scoop. Et donc, lui, il faisait sa dépêche. Et 1 heure après, vous aviez votre rédaction qui appelait et qui disait « Ah, dis donc, alors l'AFP dit que, tu vas faire un sujet là-dessus. » Comme si on n'en avait jamais parlé avant, quoi. Et c'est toujours pareil. Et bon, tous les journalistes vous le diront, quand on fait des conférences de prévision, on essaye d'apporter des idées originales. Donc on dit, voilà, j'ai telle idée, c'est vachement bien. Par exemple, au début, c'était le gluten, c'est pas bon pour la santé et tout. Ah non, l'AFP l'a pas donné, personne l'a donné et tout. Et puis vous êtes obligé d'attendre que finalement l'AFP le donne. Et une fois que l'AFP le donne, tout le monde suit, parce qu'ils ont peur de ne pas être sûr de ce qu'ils disent. Xavier Salbert voulait réagir et Senta aussi, on lui donnera la parole juste après. Je vais réagir avec 2 petites anecdotes. La première, c'est que chez Darty, il y avait le contrat de confiance. Aujourd'hui, chez l'AFP, il y a le contrat de défiance. Et c'est important de le dire parce que, bien sûr, quand c'est pas validé par la voix de son maître, eh bien, c'est évident que, je crois que c'est André Berkoff qui dit qu'on voit les journalistes qui ont une laisse. J'aime bien cette image. Donc, en fait, c'est la laisse dont parlait Corinne. On doit donner la laisse de l'information. Et cette laisse d'information, eh bien, on la retrouve dans beaucoup de choses. Et juste la deuxième petite anecdote qui est intéressante, c'est que le degré, on va dire, de désinformation qu'on peut avoir est proportionnel au sujet. C'est-à-dire qu'il y a des sujets médicaux dans lesquels il y a peu de formation et peu d'informations de la part des journalistes. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à un journal comme l'AFP ou un média comme l'AFP qui va dépêcher une dépêche. Donc, il y en a eu plusieurs. Donc, celle du Lancet a été un exemple puisque le message du Lancet a été propagé par 99%, donc hydroxychloroquine, fin de partie. Mais il y en a eu d'autres. Martin Bouygues est mort. Vous l'avez entendu. Bon, ça, c'était une erreur de l'AFP. Bien sûr, ils l'ont reconnu. Ça a pris 24 heures. Mais il y en a eu d'autres. Il y a Dupont de Ligonnès, on a retrouvé. Et, alors ça, c'est quand même facile parce que sur un décès, on pourrait quand même se rendre compte, c'est ce dont je parlais hier, est-ce qu'il y en a un qui s'est posé la question, est-ce qu'il est encore vivant? Donc, c'est l'analyse des biais cognitifs. Je veux bien que sur Dupont de Ligonnès, on puisse se tromper sur l'identité. Mais quand il s'agit du remdesivir, le remdesivir est un médicament efficace. Donc ça, vous l'avez vu dans tous les médias. Et le dernier point que font l'AFP, c'est qu'ils font aussi les éléments de langage. Et cet élément est vraiment important. C'est-à-dire, si vous voulez modifier un petit titre, on va vous donner la petite vidéo qui va bien avec les Indiens qui achètent leur remdesivir et qui le demandent parce qu'ils ont besoin pour leurs grands-parents qui sont malades de la Covid. Donc, grosso modo, on vous prépare l'esprit. C'est une approche qui est très méthodique et elle est bien codifiée. Et parfois, si le journaliste de l'AFP se trompe, eh bien, toute cette méthode, elle est trompeuse. Voilà comment on arrive à avoir des biais. Merci. Senta, tu voulais réagir aussi? Oui, ça va tout à fait dans le même sens. Moi, comme en tant que petit Belge là, et luxembourgeois, on est toujours attentif à ce qui se passe dans les différents pays autour de nous. Donc moi, ça fait plusieurs années déjà avant le Covid
que je suivais. J'ai parlé hier du narratif de La Rougeole, mais on pouvait vraiment voir, et maintenant c'est clair, il y a ces petites phrases. Alors on l'a vu avec tous les chefs d'État, etc., tous ceux qui ont fait partie les Young Global Leaders, donc qui sont quand même, on sent qu'il y a une véritable propagande, et c'était très intéressant de voir, par exemple, tout ce qu'il y a eu. On a eu la semaine, par exemple, où on a commencé à dire qu'il fallait tuer les antivax ou qu'il fallait les arrêter. Enfin bon, il y a eu toutes sortes comme ça, de semaine en semaine. On avait des nouveaux discours, des nouveaux éléments de harcèlement qui faisaient partie de toute la stratégie, on va dire, de communication, mais on les retrouvait partout dans le monde entier. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en Australie, en Angleterre, la même semaine, on avait le Premier ministre ou l'expert de plateau qui allait utiliser la même image, les mêmes mots. Et donc il y a vraiment cet aspect de slogan, on va dire. Alors je ne sais pas exactement comment ils font ça. J'imagine que c'est à travers peut-être les cabinets de communication, des McKinsey, des trucs comme ça. Mais on a vraiment l'impression qu'ils se disent, ok, voilà, cette semaine, c'est de ça qu'on parle, quoi. Donc c'est... Ouais, justement, je me disais bien que... J'ai rajouté une autre petite anecdote du comportement de l'AFP pour rebondir sur ce qu'a dit Corinne. Donc elle donne l'information à quelqu'un de l'AFP. Donc dans l'affaire de Fact and Furious, il y a Madame Daoust, donc la femme d'Antoine Daoust, qui avait écrit à la journaliste de l'AFP, qui s'appelait Pauline Talagrand, en lui disant, voilà, faites attention à Monsieur Daoust, il a un comportement qui est peut-être, on va dire, délicat, et vous avez un contrat avec lui, et en plus, il est un peu violent. Et cette journaliste lui a répondu, non, mais ça c'est une affaire conjugale, c'est pas à nous de nous en occuper. Et en fait, ce qu'elle a fait en même temps, c'est qu'elle a pris le téléphone et elle a appelé Antoine Daoust, le mari, et puis le lendemain, elle s'est pris une branlée, ou quelques jours après. Donc voilà aussi comment ça fonctionne. Alors c'est pas très beau, c'est pas très joli, mais le nombre de fois où on peut recevoir des messages comme ça, donc je sais pas si Corinne en a vécu, quand elle a randonné une information, le journaliste lui renvoie l'information en lui disant ton information était bonne. En tout cas, ce retour de manivelle existe. Moi, je l'ai vécu dans plusieurs... Ça, c'est une anecdote, et je l'ai vécu dans d'autres anecdotes, que ce soit en termes de fact-checking, où ils nous appellent en nous demandant est-ce qu'on a vraiment dit ça dans un article. Ils veulent juste savoir tout l'inverse, et ils n'ont aucune, on va dire, envie de dire la vérité. Ils veulent juste raconter et conforter leur narratif. C'est ça qui est dangereux, c'est que quand on doit faire confiance à une source primaire, comme l'AFP, et qu'on ne peut plus y faire confiance, eh bien, la seule chose qui reste, c'est la défiance vis-à-vis de ce genre de choses. Et comme j'ai écrit dans un édito un jour qui s'adressait à Emmanuel Macron, je lui ai dit, faites attention parce que votre gouvernement est l'origine du complotisme. Parce que vous êtes les premiers à avoir un conseil de défense, à ne pas prôner la transparence. Et par définition, quand quelque chose n'est pas transparent, quand on a des gens comme ça, des gens comme vous, ça vous paraît anormal. Alors, j'ai rien vu d'anormal ou qui nécessite un secret défense dans le cas de la Covid. Alors, peut-être des contrats vaccins avec Pfizer, puisqu'on s'aperçoit qu'ils sont passés avec les militaires. Peut-être qu'il y a des propriétés et des éléments comme ça. En tout cas, le rôle de l'AFP, ça devrait être, avec nos deniers, d'assurer la transparence de l'information, le bon sourcing. Nos gouvernements devraient assurer cette transparence et cette responsabilité. Et quand Emmanuel Macron dit le 24 novembre... ni obscurantisme, ni relativisme, ni complotisme, on peut lui dire, écoutez, vous êtes sûrement source de l'obscurantisme, vous êtes sûrement source du relativisme. Donc posez-vous la question si ce n'est pas votre gouvernement qui est source des questions et du complotisme. Parce que les questions, les complotistes se posent juste des questions. Bien sûr. Merci. Sandro, tu voulais réagir aussi sur cette question. Oui, tout à fait. Merci, Cécile. Effectivement, être complotiste, avant, c'était une qualité. Maintenant, c'est devenu un défaut, on dirait. C'est vrai que depuis 2020, dans les rédactions, beaucoup de choses ont changé. C'est un phénomène qui n'a pas commencé d'un jour à l'autre. Ça fait déjà 10 ans que les journalistes deviennent de plus en plus des journalistes de communiqués de presse. Et d'ailleurs, ce gouvernement ici au Luxembourg est le champion des communiqués de presse. Donc, on reçoit tous les jours une douzaine de communiqués. L'information est servie sur un plateau. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui prennent la facilité. Donc voilà, tiens, c'est servi sur un plateau, je ne réfléchis pas et je passe. Et c'est vrai qu'en 2020, c'était assez incroyable comme
avant, on avait donc les interviews, on avait les agences de presse, il y avait plein d'instruments. Et tout à coup, c'est seulement devenu vraiment communiqué de presse. C'est-à-dire que ça venait chez nous, on ne savait pas exactement ce qui se passait autour dans d'autres pays, donc on faisait confiance, comme vous le disiez, et ça passait. Et il y a vraiment un épisode qui m'a vraiment choqué au niveau de l'agence France Presse, c'était exactement le décès du professeur Montagnier. Nous étions dans la rédaction, on a reçu par François qu'il y avait eu donc, le décès, merci Xavier. Et donc, voilà, nous avons encore cherché dans des agences allemandes, dans des agences portugaises, car là où je travaille, c'est donc Lusa. On ne trouvait rien. On ne trouvait rien, on ne pouvait pas confirmer, donc on ne pouvait pas confirmer aux news s'il était vraiment décédé ou pas. Et donc d'autres journalistes, vous voyez votre journal différemment que moi, donc moi j'aime bien, donc déjà ça. Mais est-ce qu'il est maintenant décédé ou pas? Ça a pris 2 à 3 jours jusqu'à ce qu'il finalement il fasse un communiqué de presse concernant le décès de Luc Montagnier. Donc ça c'est vraiment un épisode que je vais retenir jusqu'à la fin de ma vie. Je suis encore aujourd'hui vraiment très choqué parce que comme vous savez, donc c'était quand même, on avait une certaine image de l'agence France Presse et elle a vraiment cet épisode je ne le paierai jamais. Et donc comme je vous disais, donc le communiqué de presse est devenu notre on va dire marchandise numéro 1 pour envoyer ça donc vers l'extérieur. Et c'est ce que je dis. Donc la censure n'était pas une censure. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on nous mettait un volume tellement grand que de ce sujet-là de Covid qu'au fond il n'y avait rien d'autre. Et très souvent, quand on demandait aux personnes donc s'ils voulaient être interviewés, on disait non, je vais vous dire ça en micro-off, mais je ne vais pas m'avancer. Et c'est vrai que ça a pris quelques mois, et encore aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne veulent pas encore dévoiler ce qu'ils pensent. C'est vrai que ça fait maintenant 3 ans. Pour nous, ce qui est évident, pour d'autres, ce n'est toujours pas évident. Et c'est vrai que toute cette marchandise, et en plus, il y a donc cette partie aussi représentant commercial. Donc durant quelques mois, on a fait la publicité gratuite pour certaines grandes entreprises pharmaceutiques. Avant, vous ne connaissiez peut-être pas le nom de ces médicaments, maintenant vous le savez. Donc on nous a vraiment transmis en représentants commerciaux de ça. Et en plus, voilà, encore une fois, il n'y avait que communiqué de presse. Et chez nous, ici, on n'a pas d'agence au Luxembourg, mais on a un grand média que tout le monde connaît, qui donc même recevait avant nous les informations. Je vous donne un exemple. Tous les jours, on recevait donc les chiffres de cette maladie, pseudo-maladie. Et 10 minutes avant, seulement pour avoir l'exclusif, et c'était le gouvernement disait 17h30, ça sortait, mais eux, à chaque fois 10-15 minutes pour être devant tout le monde, ils les publiaient. Donc là, on voit, et en plus, bon, ils sont subventionnés à moitié par l'État, donc on voyait vraiment très bien les politiques et les médiatiques. D'ailleurs, notre Premier ministre est aussi ministre des médias, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est assez... Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, donc comme vous voyez, c'est bien bouclé la chose, et je pense que c'était vraiment difficile de travailler comme ça. Merci. Il y a 2 réactions, je crois, Vincent Pavant et Je veux juste rajouter Xavier, quelque chose sur Montagnier, sur Luc Montagnier, le professeur Montagnier. Donc tu fais bien de le rappeler. D'abord, les médias, ils avaient la possibilité de savoir. Ils n'ont peut-être pas voulu savoir. Et donc, ils ont attendu ce communiqué de presse. Alors, ils avaient la possibilité de savoir, parce que moi, j'ai eu l'information par le docteur Gérard Guillaume, qui m'a appelé le matin, parce que le professeur Montagnier lui avait dit que, dans cette éventualité, il voudrait que ce soit François qui l'annonce. Mais à partir du moment où c'est François qui l'annonce, ça voudrait dire qu'on est reconnu comme une source. Et ça embête des concurrents, ça embête parce que ça nous légitime. Et ça légitime, puisqu'ils nous ont tapé dessus pendant très longtemps, donc ça légitimait l'action, information qu'on avait. Ça légitimait aussi dans Wikipédia. Ça veut dire que dans Wikipédia, on aurait dû dire que François était le premier média qui avait annoncé cet élément-là. Parce que nous sommes un média, nous avons annoncé l'information, on avait fait la vérification, on avait parlé à la famille, on avait toutes les informations et ils avaient les moyens de savoir, puisqu'il y a certains médias qui ont même appelé le docteur Gérard Guillaume dans l'après-midi, puisqu'ils m'ont appelé pour me demander comment j'avais eu l'information et je leur ai donné l'information. Donc, un peu pour revenir sur l'histoire de Corinne, ils m'ont appelé, je leur ai donné, mais ils n'ont pas essayé de chercher cette information.
Donc c'est vraiment important de voir comment le narratif se construit et pourquoi 48 heures plus tard, c'est pour éviter que François soit une source. Voilà. C'est ça. Alors paix à l'âme du professeur Montagnier, beaucoup de respect pour son travail et pour le courage qu'il a eu en termes de communication. Par contre, on ne peut pas dire la même chose des journalistes qui ont justement mis de côté cette information qui est pour moi importante. Et surtout la manière dont ça a été fait, c'est absolument ignoble. Merci. Vincent, oui. Oui, sur la notion de contrôle de l'information, qui est ce dont on discute, et de manipulation de l'information, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces notions-là naissent avec la cybernétique, en fait, dans les années 45 après-guerre, avec un mathématicien qui s'appelle Norbert Wiener, qui va faire de l'information quelque chose qu'on doit utiliser pour contrôler, en fait, les populations. Bon. Il y a eu le choc de la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qui s'est passé et il faut une nouvelle anthropologie donc sur l'individu pour qu'on évite justement les excès qui vont conduire aux guerres. Et à ce moment-là émerge une nouvelle notion qui est celle d'information, alors qui est ontologiquement très dure à déterminer. Qu'est-ce que l'information? C'est-à-dire quelle est sa nature exactement? Et là, il y a une très belle remarque de Gilbert Simondon, qui est un des philosophes de la cybernétique en France, qui dit information, il faut le voir en deux mots. Formation, c'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui est donc maniable, qui est manipulable, qui peut se réaliser dans divers supports et qui va pouvoir transiter par diverses formes, divers canaux, et donc en fait posséder une certaine forme de malléabilité et donc de manipulation si on a besoin. Bon. Et donc quand s'invente l'information, donc en fait ce qu'on se dit, c'est que s'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, en gros les massacres, c'est parce qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle de rétroaction, c'est-à-dire que les machines se sont emballées et on n'a pas réussi justement à réinjecter dans les sociétés de l'information qui permettait de faire en sorte que tout le monde se calme un peu et qu'on n'arrive pas justement à des excès. Donc on a besoin de se dire que l'homme doit être contrôlé par l'information qu'il lui donne pour éviter les excès. Et donc on va inventer avec notamment Grégory Bateson et Margaret Meadow une conception de l'homme qui est une boîte noire qui reçoit des inputs et qui va ensuite redonner des outputs. Donc il y a des entrées et des sorties. Et si on contrôle l'entrée, on peut contrôler la sortie si on connaît la manière avec laquelle fonctionne l'être humain. Donc en fait, il y a dans cette idée d'information très tôt, quand elle va être théorisée, de manière syncrétique. C'est-à-dire que la notion d'information elle est multiple, en fait. Elle appartient aux mathématiciens, aux physiciens, à l'anthropologue, en fait, aux psychologues. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle les conférences de Macy, donc en 1946, où on va mettre autour de la table tous les gens qui vont qui possèdent en commun le mot d'information, qui vont essayer de se réunir pour essayer d'en faire une catégorie, en fait, à part de toutes les autres, et d'avoir une théorie générale de l'information pour laquelle on va pouvoir ensuite permettre le contrôle et donc tout simplement le contrôle des individus. Et dès le début, aux conférences de Macy, en fait, avec en particulier Bateson et Margaret Meadow, vous avez la CIA. C'est-à-dire que dès le début, en fait, les agences d'État américaines qu'on retrouve aujourd'hui dans les Twitter Files, qu'on retrouve partout, en fait, sont intéressées par le contrôle scientifique de l'information et elles vont suivre effectivement toutes ces catégorisations. Et il y a toute une histoire de la cybernétique, effectivement, qui accompagne aujourd'hui le contrôle de l'information et des techniques de manipulation psychologique qui sont nées dans les années 50. Alors, je vais donner la parole à Corinne Lalo. Je voulais savoir si après ça, vous êtes d'accord pour qu'on passe aux questions-réponses. Oui, ça vous va? Ok, Corinne. Ce qu'il faut voir, ce qui se passe avec cette affaire de Covid, c'est qu'il y a quand même quelque chose de révolutionnaire dans l'information et qui est nouveau par rapport à ce qui se passait avant. C'est l'avènement des réseaux sociaux. Ça a tout changé. Ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait quelques journaux, informés par l'AFP en général, mais avec quelques petites rédactions, qui contrôlent une information. Donc il y a un petit nombre d'émetteurs d'informations qui sont facilement contrôlés, donc qui sont officiel quelque part, en tout cas mainstream, donc canal officiel ou dominant. Ce qui se passe depuis le Covid, évidemment ça a commencé avant, c'est que le canal officiel a été squeezé, doublé par la multitude des réseaux sociaux. Et finalement, comme le journaliste ne fait plus ou ne peut plus
ou est considéré comme ne pouvant plus faire son travail, chaque personnage de réseau social, donc chaque personne, devient lui-même journaliste et émetteur d'informations. Donc, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'ils ont mis en place la structure, la superstructure des fact-checkers. En réalité, qu'est-ce que le journalisme? C'est toujours ce qu'on apprend à l'école. C'est que vous avez une information, eh ben, vous la vérifiez. Voilà. Quelqu'un vous dit, tiens, il y a un accident au coin de la rue, ben, vous marchez, vous allez voir s'il y a un accident au coin de la rue. Ça s'appelle du fact-checking. Eh ben, ça s'appelle du journalisme. Donc, le simple fait que le fact-checking devienne une sous-section du journalisme est déjà inquiétant en soi, parce que tout journalisme doit vérifier son information, c'est la base. Mais là, en fait, la vérification de l'information se transforme en censure de l'information, sous couvert de vérification. Tout ça parce que les réseaux sociaux et chaque individu est devenu un journaliste. Et c'est ça dont ils ont peur. C'est que tout d'un coup, il n'y a plus les officiels qui détiennent le monopole de l'information. Et l'information, elle s'est démocratisée grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est la grosse différence avec ce qui se passait avant. Donc c'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire comme progression, parce que vous avez une information qui est sans filtre, qui est sans censure a priori. C'est pour ça qu'ils ont construit tout leur réseau de fact-checking, qui est en fait un réseau de censure de l'information, puisque l'information s'est démocratisée. Donc l'information avait échappé aux professionnels pour devenir une information démocratique. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé Facebook le pointer, donc tout ce que j'ai expliqué hier, comment ils ont créé une censure mondialisée et décomplexée, et aussi une censure militarisée et policée, puisqu'ils ont installé des agents du FBI à l'intérieur de Twitter. Facebook est devenu un pseudopode de la CIA et du FBI, pareil, et le directeur de Facebook propose dans des mails ses services à Fauci et au gouvernement en disant « on va relayer votre information, mais votre information seulement, pas l'information de vos contradicteurs ». Et quand il se défend, il est quand même, de temps en temps, il a été interrogé, Zuckerberg, devant les sénateurs et les députés, et il a dit « ah non, mais nous, notre boussole, c'est les officiels ». Et alors à ce moment-là, les députés leur disent « attendez, mais vous êtes diffuseur, vous devez respecter un contradictoire. Pourquoi vous ne respectez pas le contradictoire ?» Et c'est la question fondamentale qui va se poser au niveau juridique. Est-ce qu'ils sont diffuseurs et est-ce qu'ils sont éditeurs? Et c'est très juridique comme débat, mais c'est très important parce qu'ils disent, nous, on décide qu'on ne respecte pas le contradictoire. Et on le décide, c'est comme ça. Et puis c'est la censure des individus qui avaient réussi, quelque part, à reprendre le monopole de l'information qui leur avait été confisqué. C'est une autre version de la Pravda. J'aimerais juste rajouter deux exemples qui sont des méthodes qui sont utilisées. Parce qu'ici, on parle beaucoup des symptômes, on parle beaucoup des problèmes de communication, et j'aimerais juste décrire les deux méthodes qui sont principalement utilisées en communication pour faire de la manipulation. En donnant deux exemples. Donc, j'ai écrit un article qui s'appelle « La loterie vaccinale » pour faire un parallèle avec le loto. Donc, au loto, il y avait un slogan publicitaire, c'est « tous les gagnants ont participé ». C'est-à-dire 100% des gagnants ont participé. Et la deuxième chose, c'est si vous ne participez pas, vous n'avez pas donc de chance de gagner, c'est le corollaire. Le deuxième élément qu'il y a, c'est on vous dit, quand vous avez gagné, les gagnants, on peut mettre mamie, les grands-parents dans l'EHPAD de leurs rêves. Et la troisième des choses, c'est on vous a dit, en plus, ils ont pu accomplir la mission d'intérêt général qu'ils ont voulu, donc donner de l'argent à une œuvre caritative. Ça s'appelle parler au cerveau, parler au cœur et parler au corps. En termes de technique. Donc, parler au cerveau, on va vous dire 100% des gagnants ont participé. Ça, c'est 100%, c'est un chiffre qui est très élevé. Donc, ça veut dire à tout le monde, c'est une grande certitude. Et le parallèle avec la vaccination, c'est 95% d'efficacité. La deuxième chose, c'est, vous le faites pour protéger mamie.
Et la troisième chose, c'est vous ne le faites pas pour vous, vous le faites dans l'intérêt général. Ce parallèle est utilisé depuis la nuit des temps en marketing, des sociétés de conseil en stratégie qui se sont spécialisées là-dedans. Et cette méthode, quand on l'a à l'esprit, donc je vous invite à lire l'article parce que je décris la méthode dedans, je vais jusqu'au bout, parce qu'on va encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que la probabilité de gagner au loto, si jamais je vous disais que vous avez une chance sur X millions de gagner si vous trouvez les 6 bons numéros, bien qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est 5 numéros plus le numéro gagnant. Ça ne vous rappelle pas les 2 premières vaccinations plus le booster? Pour gagner à la loterie nationale ou à la loterie vaccinale, vous trouvez les 2 bons numéros et puis le numéro d'après parce que ça va vous protéger de la transmission. Et on va plus loin encore. Pour pouvoir jouer de manière certaine, le gouvernement va vous garantir la redistribution d'un certain nombre de gains. 73% des sommes collectées dans les casinos sont garanties et on va les contrôler que c'est bien redistribué. Mais on va encore plus loin. C'est si vous devenez un joueur addictif, il y a des associations qui vont se mettre en œuvre pour vous protéger. Et on va plus loin encore. Quand vous avez une addiction au jeu, eh bien c'est catégorisé exactement comme l'addiction au cannabis, c'est-à-dire des addictions de santé. Eh bien, avec la loterie vaccinale, nous avons à peu près la même chose. Et l'espérance mathématique de gain pour trouver les 5 bons numéros, c'est 140 000 euros. En Grande-Bretagne, 140 000 euros, c'était à peu près ce qu'on donnait à quelqu'un qui avait un effet secondaire de la vaccination. C'est juste un parallèle pour vous montrer qu'on utilise les mêmes techniques. Le deuxième parallèle, ça s'appelle, on va dire, la méthode du filet. C'est-à-dire, on va vous contextualiser quelque chose. Donc, quand on ne veut pas que quelqu'un lise un article de François, par exemple, on va dire « François est un journal complotiste ». C'est tout en haut de l'article. Ça veut dire « Attention, vous ne devez surtout pas faire confiance à ce média ». Et du coup, la première des choses que la personne va faire, c'est qu'elle va se détourner de cet élément, peu importe. Mais s'il passe ce premier filtre, il se dit « Je vais quand même à lire ». Ça s'appelle la contextualisation. Hier, je parlais de la théâtralisation. Quand vous voyez une femme embrasser un homme dans une voiture avec les cheveux au vent, elle peut être à Bobigny, dans un studio de cinéma, comme elle peut être vraiment là-bas. Et donc, la première des choses qu'il fait, c'est créer un contexte. C'est un scénario. C'est exactement comme quand vous allez à l'opéra. Vous avez des gens qui peignent un fond. Et ce fond, il peut être peint de 2 techniques. Il y a la technique norvégienne et la technique italienne. Donc, il y en a un qui fait très attention aux détails et l'autre qui reste juste pour laisser une impression. Et là, on va juste vous laisser cette impression. Et après, on va vous descendre le narratif de manière à vous emmener dans un tunnel. Et à la fin, vous n'avez qu'une seule manière de penser. L'information qui vous a été donnée par ce média complotiste n'est pas fiable, malgré le fait que peut-être qu'elle est fiable à l'origine. Et donc, ces 2 techniques-là, on les a décrites. Il y en a d'autres. Il y a à peu près 7 techniques de manipulation qui sont utilisées de manière constante. C'est des techniques que les cabinets de consultants utilisent en management avec les seniors exécutifs dans les sociétés pour persuader un board, un groupe d'actionnaires, de prendre une stratégie. C'est pas illégal. Par contre, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est passé dans le monde du neuromarketing, dans le monde des neurosciences. Et tout cela, ça s'appelle la manipulation profonde et on en est victime. Donc, savoir lire ces codes est vraiment important pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer mon micro et passer le relais à Céline qui va prendre 2 ou 3 questions dans la salle. On a une dizaine de minutes. C'est ça, une dizaine de minutes pour se faire, donc je me sauve. La dame en bleu, peut-être Steph. C'est une question pour Qui voudra répondre? D'accord, c'est bon. Beaucoup de gens, je pense ici, sont conscients peut-être d'une petite partie ou d'une grande partie de ce qu'on a expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des solutions aussi. Et quand j'entendais Hervé Seligman qui expliquait à Nuremberg un peu quelle est la similitude ou pas avec ce qui s'est passé avant et maintenant, il expliquait qu'avant, on savait l'ennemi. Ici, on ne le voit pas, il est invisible. Et tout ce qu'on pouvait faire comme similitude, en fait, c'est inconnu. Et donc, on s'attaque à un ennemi inconnu, parce qu'il est partout et nulle part. Il est, comme vous dites, les fact-checkers, tout ce qu'on publie sur Facebook, peut-être qu'on publie une information qu'on croit bonne, et en fait, elle est fausse. Et donc, je me dis, comment est-ce que nous, chaque individu, pouvons agir pour intervenir ou essayer de mettre des petits grains de sel dans un engrenage qui est finalement à tous les niveaux, que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes.
Et donc voilà. Excusez-moi, il y a probablement plusieurs pistes, il n'y a peut-être pas qu'une seule réponse, mais si des gens pouvaient avoir... Je pense qu'il faut simplifier les choses déjà. La première des choses, c'est il ne faut pas en rajouter. Et on a tous naturellement tendance, quand quelqu'un nous dit quelque chose, qu'il a vu la voisine avec quelqu'un, eh bien ça devient j'ai vu la voisine au restaurant et ils étaient au-dessus d'un hôtel. Donc en fait, on rajoute toujours au narratif notre petite interprétation. Et s'en tenir aux faits, c'est parfois la meilleure des manières de s'éviter des effets secondaires de la désinformation. Et on est les premiers à faire de la désinformation naturellement. Donc je pense que revenir à des choses très simples, c'est quand on n'est pas sûr, dire qu'on n'est pas sûr, quand on se trompe, dire qu'on se trompe. Je pense que réapprendre à dire qu'on se trompe quand on a dit, et surtout le reconnaître, parce qu'on n'a pas, dans notre culture, qui est très latine, on va dire, peut-être en France, mais on n'a pas tendance, le chef a toujours raison, il n'a pas tendance à dire qu'il se trompe. D'ailleurs, j'aimerais bien que les ministres qui se sont trompés disent ce genre de choses, ça rendrait sûrement... Oui. Et l'entrepreneur que je suis, la première des choses que je dis, c'est pas de mes succès que j'ai appris, c'est de mes erreurs. C'est très anglo-saxon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc vraiment, revenir à des choses basiques. Oui, je vais rebondir juste sur l'idée de l'ennemi invisible dont vous avez parlé, qui est effectivement sans doute une des caractéristiques un peu nouvelles de la propagande et du totalitarisme. Pardon. En gros, dans le système totalitaire, il y a une diffusion en fait, du pouvoir. C'est-à-dire que chacun, et ce qu'avait très bien dit Eichmann quand on lui a demandé mais comment est-ce que vous répondez à la question des gens qui vous disent comment je dois exercer le pouvoir, Eichmann a dit, répondez toujours, faites comme si vous étiez vous-même le Führer. En fait. C'est-à-dire que dans le système totalitaire, il y a un centre de diffusion, mais qui est ensuite répété partout, et ce qui fait que chacun s'empare en fait de l'idéologie quand ça l'arrange, pour ensuite exercer le pouvoir et la tyrannie associée. C'est-à-dire que c'est très très dur en fait, effectivement, de saisir l'ennemi, parce que, quelque part, l'ennemi est partout, et c'est l'ennemi qui s'est lui-même emparé de l'information, justement, et qui l'a utilisé à son profit pour ensuite exercer le pouvoir. C'est pour ça que le système totalitaire, c'est toujours le règne du petit chef, en fait. C'est-à-dire que c'est celui à côté de vous qui va vous faire souffrir, parce que lui, il s'est emparé de l'idéologie. Et donc, je ne sais pas comment on lutte contre ça, parce que ça part de la diffusion de l'information et de l'idéologie, qui est ensuite reprise et acceptée par des gens qui vont à leur tour le diffuser à l'échelle du système. Donc c'est très très difficile, en fait, et je ne sais pas s'il y a de solution aussi simple que ça à proposer pour lutter justement contre ces diffusions d'informations absolument idéologiques. Je pense que déjà dire la vérité, beaucoup de gens sont devenus journalistes pour dire la vérité, pour dénoncer, donc qu'ils fassent leur travail, donc qu'ils recherchent les informations, qu'ils lisent un petit peu les manuels d'éthique et de déontologie, et je pense que ça aussi, ça leur ferait du bien. Question suivante. Pardon, excusez-moi, madame. Oui. Je peux donner un petit exemple personnel. Hein. Chez mon fils, un jour, il a un copain on l'héberge. Il dit, j'ai un copain, il est à l'école de journalisme, il vient faire un stage dans une grande radio publique, je ne dirais pas laquelle, mais enfin bon, vous devinez. Et il vient faire un stage de fact-checking. Il n'était même pas sorti de l'école. N'est-ce pas? Et donc, alors moi je discute un peu avec lui, je dis au jeune homme, je lui dis, ah bon, tu vas faire un stage de fact-checking, et alors qu'est-ce que tu vas fact-checker là? Il me dit, oui, le professeur Raoult, il dit, étudiant, le professeur Raoult, ses essais, ils n'étaient pas randomisés en double aveugle. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah oui, c'est pas bien ça, hein? Ah non. Et j'ai dit, dis-moi, les vaccins qui sont sur le marché, est-ce que tu sais s'ils sont randomisés en double aveugle? Ah oui, sûrement, il dit, sûrement, bien sûr. J'ai dit, non, tu vois? Comment ça, non? J'ai dit, non. Alors tu vas vérifier. Il faut fact-checker les fact-checkers. Tu vas vérifier. Et il me dit, faudra que tu me donnes tes sources. Il est élève à l'école de journalisme, il n'est même pas sorti de l'école. Hein. Bon, ok. Je dis, tu vois, je vais te les donner, mes sources, parce que je les ai. Si je te dis ça,
C'est parce que je le sais. D'accord? Alors, tu vas avoir la source sur ton SMS, tu vas l'avoir dès ce soir. Mais par contre, tu me rappelles pour me donner ton avis après. Il a été évasif après. Il a fait son stage, on va lui dire. Il a fait son stage. Hein. Oui, mais bonjour. les essais randomisés en double aveugle pour les vaccins qui sont sur les marchés, on les attend toujours. Oui, bonjour. Il y avait un intitulé, c'était « Comment rétablir le quatrième pouvoir ?» Vous montrez par votre exemple comment le faire, mais comment toucher la presse et comment toucher la population. Alors, est-ce que là, il y a des médias en direct, ça va être réécouté, on est plusieurs centaines, c'est l'occasion de donner des solutions. Alors, je vais poser des questions, puisqu'il vous posez des questions. Est-ce que demander à la population victime d'effets secondaires d'écrire à leurs journalistes locaux et nationaux, est-ce que demander à la population victime d'aller voir les rédactions pour leur dire voilà ce qui m'arrive avec les effets secondaires, ça pourrait aider? Est-ce que dire à la population déconstruisez les déconstructions sur lesquelles ils s'établissent? Est-ce que leur envoyer gentiment des courriers en montrant le casier judiciaire de ceux qui les financent, de Pfizer et McKinsey, ça serait des solutions? Et est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative pour restaurer le quatrième pouvoir, comme c'était l'enjeu de la conférence? Qui se sent prêt pour ça? Santa? Alors moi, je remarque, de toute façon, on peut toujours, enfin je veux dire, entre guillemets, je suis désolée, on ne peut rien essayer, mais c'est clair qu'il y a quand même des consignes. Moi, je l'ai vu sur l'autisme et la vaccination, il y a des sujets qui sont vraiment tabous. On a parlé de, éventuellement, Vera Sharav Nourambert, une rescapée de l'Holocauste, contre qui un journal a réussi à publier qu'elle avait manipulé la mémoire de la Shoah alors qu'elle a vécu 3 ans dans les camps. Idem, ils ont porté plainte. Donc il y a des sujets qui sont tabous. Moi, je l'ai vu avec le film Vaxxed. Le film s'ouvre à la première seconde. On entend un scientifique qui est au téléphone. C'est un témoignage qui est enregistré en direct et qui dit « Je suis désolé, nous avons menti, nous avons triché, nous avons manipulé des études, j'ai honte aujourd'hui ». Il n'y a pas eu moyen de faire passer ce film. La seule chose qui a été faite, c'est de cristalliser toute l'attention. Comme tu disais tout à l'heure, on crée d'abord un contexte et on dit « Surtout n'allez pas voir ce film parce qu'Andy Wakefield est un menteur ». Et jamais, aucun journaliste, aucun... Moi, j'ai vu la BBC venir à Bruxelles quand on a été victime de toute cette campagne, ce lynchage médiatique. Je leur ai voulu faire un débat sur la sûreté des vaccins. Le monde médiatique s'est déchaîné, mais du New York Times, tous les titres anglais, partout, les réseaux sociaux, enfin, c'était le délire absolu. Et les journalistes de la BBC sont venus, je les ai d'ailleurs traités de pourriture, et je vais rajouter chacal. Ils sont venus jusque-là, ils n'attendaient qu'une chose, c'était de filmer Wakefield, l'agresser. Ils ont refusé d'écouter les témoins, il y avait des parents qui étaient là, qui avaient perdu leur enfant, ils n'ont pas voulu entrer dans la salle. Rien, absolument rien. Donc il y a des sujets où je ne dis pas que toutes les rédactions c'est comme ça, et c'est clair qu'il faut qu'on lutte, mais il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai été interviewée aussi, et puis je disais aux journalistes, bon, écoutez, oui, non, mais je suis sincère, c'est pour TV5, machin, c'est pour ci, pour là. Je suis un bon journaliste, je dis, peut-être vous êtes un bon journaliste et que je peux avoir confiance en vous, mais ça ne passera pas. Et je ne sais pas combien de fois, effectivement, j'ai répondu à des interviews, je ne sais jamais passé, puis on a pris un quidam un peu, qui passait pour l'antivax, qui criait sale nazi, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas évident, hein. Mais je pense qu'il faut multiplier par contre, parce que l'information elle passe pas que par les médias, les journaux, donc il faut du papier. Ici en Belgique par exemple on a Kairos, etc. Il y a des leaflets, les films, il y a beaucoup en fait, je pense que il y a plusieurs catégories de personnes dans la population qui ont un peu chacune leur média. Le papier, ça marche bien. Je veux dire, on donne un papier, il y a des données, il y a quelque chose, on peut discuter, on peut rouvrir un dialogue à partir de faits qui sont... Donc il faut multiplier, je pense, les sources de... Enfin, je sais pas, voilà, j'ai beaucoup parlé. Oui, juste pour intervenir, il est probable que il n'y a pas d'unité du journalisme en fait dans la rédaction, il y a sûrement des fractures, c'est toute la sociologie bourdieusienne par exemple sur l'étude...
Et peut-être que, pour reprendre un peu le discours de Louis, l'idée c'est d'aller chercher les gens qui sont plutôt à la base, en général, qui sont des journalistes de terrain, qui sont peut-être beaucoup plus accessibles, et garder le lien avec eux pour ensuite faire une espèce de travail comme ça qui remonterait de la base vers... mais je ne crois pas qu'il y ait de solution, mais effectivement, je pense que ce que tu évoquais est intéressant, c'est-à-dire quand même garder un lien fondamental avec les journalistes, et puis revenir effectivement à la charge avec le réel, c'est-à-dire leur montrer le réel, effectivement, et progressivement, en se disant qu'entre les éditorialistes, entre ceux qui tiennent un peu la rédaction, et puis ceux qui font le travail un petit peu de base, il y a effectivement des dissensions, et on peut peut-être discuter plus facilement avec certains journalistes que d'autres, et ce serait une manière de maintenir le lien, effectivement, et de faire en sorte qu'on maintienne aussi une tension dans les rédactions, qui fait que, à la longue, à la fin, peut-être la vérité finira par s'imposer, mais il n'y a pas de solution toute faite, je pense, ça paraît, en tout cas pour moi, très difficile. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis issu du mouvement des Gilets jaunes en Belgique, et justement, on a beaucoup de choses à dire sur la presse, parce qu'au début des actions qu'on menait, on faisait nous-mêmes l'article, et qu'on envoyait donc dans les agences de rédaction, et on a vu qu'ils étaient tellement fainéants qu'ils ne lisaient pas les articles, et qu'ils faisaient un copier-coller dans leur journal. Et après, ils ont commencé à lire les articles, ils se sont dit, oulala, et après, il n'y a plus rien qui est passé, quoi. Mais il y a quand même 3 articles qui sont passés, ça c'était assez terrible. Je suis aussi coprésident de la SBL Bon Sens Belgique en Belgique. Oui. Et donc, oui, mais c'est vraiment un témoignage. Et donc, j'ai fait quid de la transfusion sanguine des gens vaccinés à des gens non vaccinés. Et la Libre Belgique a fait 2 pages en disant que le vaccin n'allait pas dans le sang. C'est véridique, hein. Véridique. Double page, hein, avec des docteurs et des journalistes. Et donc, je vais pas poser une question, mais je vais donner une solution pour reprendre nos médias. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est exactement comme le Covid. Les médias se sont emparés du Covid, et au moment des Gilets jaunes, ce qu'on voulait nous faire, c'était pas faire baisser le prix du gasoil. Ça, c'était ce qu'on a pris des Gilets jaunes. Mais, oui, mais, 2 secondes, s'il vous plaît, c'est très important. Nous, ce qu'on voulait, c'était redonner le pouvoir au peuple. Donc, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui met en place tous des organismes de contrôle par le peuple, des gens tirés au sort dans la population. C'est ce que nous on voulait à tous les niveaux des ministères. Et je crois que pour les médias, eh bien aussi il faut un organisme de contrôle de la population sur les médias et sur toutes les autres choses. Merci. Un mot de la fin, parlez-vous pour ça? Je veux juste répondre à ça. Je ne suis pas 100% certain qu'un organisme de contrôle atteindra l'objectif. Et juste pour cela, il faut prendre l'exemple de 2008. Et c'est un mauvais exemple. Mais quand il y a eu l'audit de la crise des subprimes, il y a toutes les banques d'affaires qui sont allées au Trésor américain se battre en disant non, on ne veut surtout pas être contrôlé pour les produits dérivés. C'est trop complexe. Donc là, peut-être il fallait un petit peu plus de contrôle. Par contre, ce que je voudrais rappeler, c'est que dans le journalisme, il y a la charte de déontologie de Munich. Et cette charte, on s'en affranchit bien trop souvent. Donc, tout à l'heure, il y a une question, c'était le 4e pouvoir. Moi, aujourd'hui, je pense que le peuple, c'est le 4e pouvoir. Je pense que c'est vous. Mais avec ce pouvoir vient des droits et des devoirs. Et la première des choses qu'il faudrait faire, c'est étendre cette charte du journalisme à la charte de l'information. Parce que le premier devoir du journalisme, c'est dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Donc il y a d'autres devoirs, c'est de ne pas faire de propagande, c'est de ne pas manipuler l'information, c'est de ne pas la détourner pour un intérêt personnel. Donc à partir du moment où on devient des vecteurs d'information, si on respecte bien ces devoirs, ce qu'on va faire, c'est on va faire respecter ces devoirs aux journalistes. Donc peut-être que c'est rappeler aux journalistes qu'il a des devoirs. Il a peut-être un travail, une famille à nourrir. Mais si jamais il fait comme dans la Libre Belgique, ou dans d'autres médias pour ne pas les mentionner, c'est-à-dire qu'il fait de la propagande, eh bien il va à l'encontre de son devoir numéro 1, c'est-à-dire la vérité quoi qu'il en coûte.
Un petit mot de la fin, parce qu'on va dans la carte. Un micro jaune. On entend ? Le micro jaune ? Non. Dans la carte, quand on a la carte de presse, on obtient la carte de presse, on est très content. Il y a quelque chose qui est écrit et qui est dit: le journaliste ne confond pas son rôle avec celui du policier. Donc ça, c'est quelque chose qui a un petit peu été oublié, je trouve, ces derniers temps, malheureusement. Mais honnêtement, moi, je pense maintenant que chaque citoyen peut être journaliste. Tout le monde a maintenant un portable. Chaque citoyen peut être journaliste. Il dit où est-ce qu'il va et il témoigne. Ce qu'il faudrait, ce qui manque, malheureusement, c'est une coordination de toutes ces informations citoyennes non contrôlées et qui est, après, que ça fasse boule de neige et qu'il puisse y avoir un point de coagulation où chacun qui n'aurait pas le temps de faire sa propre revue de presse tous les matins puisse aller voir une émission. Moi, je me suis dit, ce serait pas mal, qui est, par exemple, une émission hebdomadaire qui reprenne toutes les informations qui ont été données sur les réseaux par des journalistes citoyens de base, quoi. Mais il faudrait après qu'il y ait une coagulation et qu'ils reprennent aussi tous les petits médias indépendants et qu'il y ait une espèce de puzzle, de kaléidoscope de tous ces médias, qu'il faudrait qu'il y ait un rendez-vous, peut-être hebdomadaire ou mensuel. On reprendrait toutes ces informations et ça donnerait une image d'ensemble de la réflexion et des informations d'une semaine ou d'un mois ou de 2 semaines. Mais c'est pas évident à organiser. Personne l'a fait jusqu'à présent, quoi. Enfin, ça n'a pas pris. Mais moi, je trouve qu'il faut se méfier aussi en même temps, parce que le boulot du journaliste, c'est justement d'avoir, par rapport à l'info de base, entre guillemets, qui nécessite d'être vérifiée dans le fact-checking le plus basique, on va dire, est-ce que ça s'est passé, ça s'est pas passé. Après, justement, un des boulots du journaliste, c'est d'aller mettre les choses en contexte. Et ça c'est tout les années de travail, justement, la déontologie, et qu'est-ce qu'on va dire, dans quel contexte est-ce que cette information s'inscrit ou pas. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des gens, soit qui sont journalistes de formation, soit qui sont d'un autre domaine, mais qui tout à coup vont peut-être donner énormément qui vont divulguer l'information qu'ils ont, scientifique, juridique ou autre, d'une manière qui sera vraiment très pertinente d'un point de vue journalistique. Et là, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a jamais eu, entre guillemets, autant de journalistes de qualité que depuis ces 2 dernières années sur les réseaux sociaux. Donc oui et non en même temps, quoi. Voilà. Je vous remercie. Vincent Pavon, un dernier petit mot? On est bon? On est bon. En tout cas, je vous remercie tous les 5 pour cette table ronde qui a été bien menée. Nous allons passer du coup à la personne suivante et à la prochaine conférence.